pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est dégueulasse. Ils sont complètement fumés, quoi. Ils font l'apologie du terrorisme. Ils sont en train de justifier la mort de femmes, d'enfants, parce qu'ils sont juifs. Ce sont des terroristes. Ils sont nuisibles à la société. Il faut les détruire. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Benzema est un roi en Espagne, mais il est banni dans son pays. Et finalement, il ne manque à personne. Mais on peut avoir ce discours sans que ce soit compris de façon négative. Et donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte le maillot bleu et on porte fièrement les couleurs de la France. Et moi, je ne suis pas gêné. Je débat avec plaisir avec Éric Zemmour. Que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé? Vous l'entendez, cela? Non, je ne l'entends pas, c'est pas vrai. Mais moi, je fais partie de la France fâchée contre vous. J'ai voté pour vous, primaire socialiste. Je m'en suis jamais cachée. Je faisais même partie de ceux qui vraiment avaient plein d'espoir. Et puis tout d'un coup, là, l'espagnol devenu français nous dit « Ah ben finalement, désolé, je suis espagnol ». Autant je suis très attachée à la double nationalité, à la double culture, ça je veux bien l'entendre. Mais que quelqu'un qui a les plus grandes responsabilités en France viennent nous cracher à la figure, à nous les Français, en nous disant mais finalement, allez, je retourne en Espagne parce que je suis rien d'autre qu'un petit Espagnol et je vais me présenter à la mairie de Barcelone. J'ai été profondément choquée par ce retournement de veste. Parce que vous présentiez comme cet homme à qui la France a tout donné et tout d'un coup, la France vous l'aimiez plus. Et ben moi, j'ai pas aimé ça. Et j'ai pas aimé ça surtout quand vous avez, quand vous donniez des leçons en fait à tous les enfants issus de l'immigration en leur disant, aimez la France. Alors, et donnez à la France. Question directe, réponse directe, Manuel Valls. J'ai dit mon amour de la France à l'Assemblée nationale quand je suis parti. J'en ai pleuré. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je devais partir. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron? Mais moi, je peux travailler avec Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Je ne sais pas comment il peut se regarder dans la glace. Moi, en général, quand je prends des engagements, et je crois que ça doit être l'honneur de l'éthique politique, on prend des engagements devant les Français, on les tient. C'est d'ailleurs une des difficultés, c'est que Manuel Valls s'est assis purement et simplement sur les engagements qu'on avait pris quand il était au gouvernement. Après, il ne tient pas sa parole quand il est hors du gouvernement. La loyauté est un principe. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français. Ça vous voulez le mettre où alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur? Non, ça me ferait un peu mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, c'est prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas. On n'a pas la même opinion. Je ne suis pas raciste. Il peut aller où il veut, dans un club. Il en aurait tant qu'il veut en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Ici Houston, vous pouvez répéter? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Et Houston, on a un problème. Bon, les gars, en France, on n'est pas des on peut pas laisser passer ça. Parce que quand c'est nous, les joueurs, on déconne, on est la honte du football. Mais là, c'est la honte de... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, mais là, Noël t'a pété un câble. Ah oui, moi je suis à moitié surpris des mots de Le Gret sur Zizou. Bien évidemment, vous avez tout dit et je vais pas tirer une nouvelle fois sur l'ambulance. C'est pas la peine, vous avez tout dit. Mais c'est vrai que ça démontre beaucoup de choses. Déjà, moi j'ai été surpris que Deschamps s'auto-prolonge son contrat lui-même. Déjà. Donc déjà, j'ai trouvé ça surprenant qu'à la conférence de presse, ce soit pas le président qui l'annonce. Il est où Zidé? Dédé!
Il y a des histoires, c'est-à-dire il était au courant de Naïsna avant Naïsna, mais il n'a rien fait pour pas que ça se passe. Bizarre. Bon, il aurait savonné la planche de Laurent Blanc, et là, parce que vous n'en avez pas parlé, pas parlé tout à l'heure, mais dans l'interview de Le Gret, ce qui est surréaliste, il y a plusieurs trucs surréalistes. Dans l'interview de M. Le Gret, c'est avec Didier, on est en train de regarder qui c'est qui pourrait me succéder. Mais tu as vu ça où, toi? Tu as vu où que le sélectionneur, il choisit le futur président? Samedi matin, vous n'avez pas trouvé surréaliste, vous, la conférence de presse? C'est lui qui annonce sa prolongation avec le président à côté qui a la bouche ouverte qui est assis à côté, qui a la bouche ouverte et Didier qui annonce qu'il est prolongé. Bizarre. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Il avance à visage découvert. Moi, ça fait des années que je soupçonnais Mélenchon d'être antisémite. C'est un antisémite et c'est une ordure. Il faut quand même appeler les... Moi, je ne suis pas un homme politique. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Sioniste, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'État d'Israël. Tu reconnais Israël. En ce sens-là, je suis sioniste. Je reconnais l'État d'Israël, comme je reconnais le Portugal, comme je reconnais la Suède, comme je reconnais l'Algérie française, algérienne, pardon, Oula, etc. attention, oui, l'Algérie française. Retirez, on coupe au montage. Ça fait des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Non. Si. Oh. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Non. Si. Oh. Qui sont capables de tout, parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Je vous dirai honnêtement les choses. Alors, comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'on va devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Très bien, il va avoir un traitement injectable. Hein. On va débuter en 1948 quand l'État d'Israël est créé. C'est là que ça va être plus simple. Donc le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. On va choisir une autre date, 1967, la guerre des 6 jours. L'État hébreu s'empare de Gaza, les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent, mais la situation ne va pas s'améliorer pour autant. Les Israéliens en gardent le contrôle total. 2006, c'est l'autre date qu'on choisit. Le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde. Tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Dans le détail, voilà ce que ça donne. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. Déjà pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer.
en fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, elles nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de Juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habitée. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Je crois qu'il y a eu une dérive du côté israélien qui me paraît incontestable. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Ces personnalités n'auraient jamais dû faire partie du gouvernement israélien. Elles sont une violation des principes même du sionisme. Le monsieur là, il n'est pas communiste, hein. Il est à l'Institut Montaigne. C'est un think tank bien libéral qui roule pour Macron. Il est juif également et il dit la même chose que la gauche. On s'en fout de savoir quel est le gouvernement aujourd'hui qui dirige Israël. On est derrière Israël. Oui, vous avez bien entendu, on s'en fout que le gouvernement d'Israël soit d'extrême droite, nous dit le maire de Béziers, Robert Ménard, maire de Béziers d'extrême droite. Il n'y a peut-être pas de hasard. On a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rachi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Je pense m'étouffer avec ça. Bonne chance, Manu. Quasiment tous les jours, en Cisjordanie, on tue un enfant, on tue une vieille femme, je répète, tous les jours. Et rien ne se passe. Rien. Et l'armée ne fait rien. C'est un colon qui tue, c'est un soldat qui tue, rien à dire. Donc, on a un sentiment à la fois d'impunité et de surpuissance. Alors, ce matin, Gideon Levy, qui est un des chroniqueurs de ce journal, à Haaretz, a écrit son éditorial et le titre de l'éditorial, c'est « Le prix de l'arrogance ». Le prix de l'arrogance. Non, t'arrêtes de gueuler, René. À mon avis, ce qui a changé depuis 2014, c'est aussi la prise de position extrêmement radicale du gouvernement français, qui a déclaré un soutien inconditionnel immédiatement au gouvernement de Netanyahou, et qui a pris des dispositions d'interdiction de manifester sa solidarité avec les Gazaouis. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé aussi depuis 2014 en France, c'est une progression considérable du racisme et de l'islamophobie en France. Hein. Et tout ça contribue à cette crispation qui est extrêmement forte. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec une amie historienne qui me disait « Tu ne crois pas que ce qu'on est en train de vivre au niveau de l'ambiance politique, hein, toutes choses égales par ailleurs, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu vivre pendant la guerre d'Algérie en France. Voilà. » Alors... Et vous le pensez? C'est ce que vous pensez en tant qu'historien spécialiste notamment de la guerre d'Algérie? Il y a un petit peu de ça, oui. On a eu la nette impression que vouloir expliquer, comprendre ce qui s'est produit, c'était un peu faire preuve d'intelligence avec l'ennemi, quoi. Hein, moi, j'ai été couvert d'injures lorsque j'ai osé rappeler cette évidence qui maintenant quand même s'est imposée, mais que, comme on le disait tout à l'heure, le 7 octobre n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qui prend place dans une longue histoire, quoi. Voilà, bon. Pour ce qui est de la déshumanisation, eh bien, je reprendrai volontiers les termes de Sophie Bessis dans une très belle tribune dans Le Monde aujourd'hui, qui dit qu'on assiste, en particulier en France, à un retour du refoulé colonial. C'est quand même assez frappant de se dire que nous, Français, nous sommes les habitants d'un pays qui a infligé l'oppression coloniale pendant des siècles, qui a fait l'expérience de
qui a fait l'expérience de révolte contre l'oppression coloniale, qui a répondu par des massacres en punition collective, et qui se trouve toujours dans l'incapacité de comprendre en fait la spécificité de ce qui se produit en Israël-Palestine, c'est-à-dire qu'on y est dans une situation coloniale et que il n'y a pas, on est dans un affrontement asymétrique du faible au fort, mais alors ce qui n'est pas du tout une façon de minimiser les exactions abjectes commises par le Hamas en Israël, mais voilà. Et donc je pense qu'on paye le fait de n'avoir jamais fait l'inventaire de notre propre histoire et de notre histoire coloniale. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! מוכנים? כן! Avec déjà 2 enquêtes pour corruption en cours, Benyamin Netanyahou n'avait pas besoin d'un nouveau scandale. Mais un enregistrement audio retraçant une nuit de débauche de son fils aîné Yair à l'été 2015 a été rendu public. Le jeune homme de 24 ans à l'époque est en compagnie de 2 amis dans une voiture de service avec chauffeur et garde du corps payés par l'État. Il se demande où trouver des prostituées et évoque un contrat sur le gaz naturel que Benyamin Netanyahou a permis d'obtenir au magnat du secteur Kobi Maïmon. Depuis la diffusion de cet enregistrement, Yair Netanyahou a présenté ses excuses. Son père a lui nié toute entente secrète sur le contrat qu'il avait rendu possible en contournant la loi antitrust israélienne. Benyamin Netanyahou avait affirmé que les champs de gaz étaient indispensables à la sécurité du pays. On a les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Échange musclé aux Nations Unies. Israël a appelé à la démission du secrétaire général de l'ONU. Les propos d'Antonio Guterres ont fait à tel point bondir Israël que son représentant estime devoir reconsidérer l'ensemble des relations de son pays avec les Nations Unies. I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. Nothing can justify the deliberate killing, injuring and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. Mais ce ne sont bien sûr pas ces derniers propos qui ont irrité Israël. Non, c'est lorsque le chef de l'ONU a déclaré que l'attaque terroriste du Hamas ne venait pas de nulle part, mais de 56 années de politique d'occupation que le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a sévèrement attaqué Antonio Guterres. Of 10 years old, Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. Le ministre israélien des Affaires étrangères a ensuite annulé sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU. Il accuse Antonio Guterres d'être compréhensif face au terrorisme et au meurtre. הוא היה איתי, הוא תמיד ליווה אותי אצל נשיאי צרפת. Parce que le sionisme, c'est ça. Vous avez vu qu'ici, pendant des années, notre gouvernement nous a appris à les haïr. Et eux, ils ont appris à nous haïr. Pendant 50 ans, on les a brutalisés avec la colonisation. Et maintenant, ils nous rendent l'appareil. J'ai 85 ans. La paix, je ne la verrai jamais. Discours typiquement antisémite, voilà. Vous ne condamnez pas l'attaque du Hamas contre Israël. Vous ne condamnez pas l'attaque du Hamas contre Israël.
Que les choses soient très simplement dites et claires. Vous condamnez ou vous condamnez pas? Vous condamnez, mais vous êtes sûr que vous condamnez pleinement, fermement, sans équivoque, sans ambiguïté? Ah, vous condamnez aussi la politique israélienne. Ah bah alors vous condamnez pas vraiment le Hamas. Mais c'est réglé, vous êtes un terroriste. Non, sans déconner, on est vraiment là du débat. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Vous ne condamnez pas l'attaque du Hamas contre Israël? Pour que les choses soient très simples et claires, je condamne l'occupation, je condamne l'apartheid, je condamne les 260 morts palestiniens. Personne n'en parle hier. On va en parler, mais est-ce que Palestiniens vous condamnez l'attaque du Hamas en Cisjordanie? On en parle, on le donne dans les journaux. Je déplore la perte de vie sur chaque côté, la perte de vie et des Palestiniens et des Israéliens. Donc vous ne condamnez pas cette attaque-là? C'est pour cela, aujourd'hui, c'est le moment de renverser cette crise en une opportunité, d'engager une vraie dynamique politique pour mettre fin à l'occupation qui est la source de problèmes, la source de toutes ces tensions, la source de ces pertes de vie. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Madame l'ambassadrice, vous êtes la représentante de l'autorité palestinienne qui n'est en rien représentante de la bande de Gaza où domine le Hamas. Le Hamas, on peut dire qu'elle a mené une attaque terroriste. La Cisjordanie, c'est une autre histoire. Est-ce que vous êtes solidaire du Hamas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. La bande de Gaza est un territoire palestinien occupé, comme c'est le cas de la Cisjordanie, comme c'est le cas de Jérusalem-Est occupée. Ça fait des années qu'on subit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité d'Israël. Et c'est le moment d'engager la responsabilité d'Israël devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Donc vous êtes solidaire avec le Hamas? Je suis solidaire avec mon peuple. Je suis solidaire avec mon peuple qui subit une occupation, qui subit une attaque, qui subit la terreur. La terreur au quotidien. Est-ce que votre peuple, dans un sens, n'est pas aussi otage, victime du Hamas? Mon peuple est otage d'Israël. Mais pas du Hamas. Mon peuple est sous occupation. Pourquoi vous insistez à détourner les choses sur leur vrai sens? Aujourd'hui, c'est le moment de saisir ce moment pour mettre fin à la source, au mal le plus grand et la paix. Travailler pour une vraie paix dans la région, parce que la vraie paix ne viendra qu'avec la fin de l'occupation, qu'avec l'exercice du peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Tous ces gens des insoumis sont des antisémites qui font, mais c'est pire, ils font l'apologie du terrorisme. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. Est-ce que vous voyez l'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde? Ça, l'armée la plus morale du monde. Vous imaginez bien qu'ils vont pas tuer une journaliste ou un civil quel qu'il soit. La riposte israélienne a causé le déplacement de plus de 187 000 personnes. Près de 800 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tués par les frappes de Tel Aviv. L'ONU a annoncé que le siège total de l'enclave palestinienne était interdit par le droit international humanitaire. L'armée la plus morale au monde. Pour rentrer dans les maisons en évitant de se faire piéger par des charges explosives, nous forcions des civils à casser les murs, faire un trou par lequel nous pourrions rentrer. Et ensuite, parfois, on forçait un civil à avancer devant le soldat, de le précéder dans la maison. Le soldat posait son fusil comme ça sur l'épaule du civil et il avançait en bouclier. L'armée la plus morale au monde. Amnesty International accuse Israël d'avoir commis des crimes de guerre, une offensive qui a causé la mort d'au moins 135 civils le premier jour. Ça, l'armée la plus morale du monde. Les tirs à balles réelles de l'armée israélienne contre des manifestants palestiniens ont fait 60 morts. La France a en effet condamné ces actes odieux. Israël est une armée morale. On est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. C'est pas évident. Vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Quand je vous entends,
On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou en tout cas. J'ai été son conseiller francophone ce que je veux dire, en France ce qui pour les narre, affaires françaises. C'est votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant Toulouse. Mais attendez, on est là pour parler de la paix, et vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse. C'est pas ça la question, de criminels. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces salopards de Toulouse? Ils ont dit on vole la cause palestinienne. Monsieur Glavani. Meilleur Habib, je peux parler? Allez-y. Sans être comme ça sous votre pression, comme ça d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle. Écoutez, avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a 2/3 du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Ayez un peu de respect pour les victimes dans ce genre de débat, monsieur Simon. Moi, j'ai du respect pour toutes les victimes. Mais j'ai de la haine pour les bourreaux. Quand on est dans ce moi aussi, j'ai de la haine pour les bourreaux. Mais précisément, il ne faut pas se comporter non plus comme des bourreaux face aux bourreaux. C'est ça le sens du droit international. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut avoir de la clarté. Si on utilise le mot terrorisme, ça veut dire qu'on s'inscrit directement dans ce que dit Madame Braun-Pivet. Ça veut dire que derrière, oui, il va y avoir des victimes civiles. L'Union européenne a mis le terrorisme et que ça fait partie du droit d'Israël à se défendre. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc vous trouvez que cette position n'est pas suffisamment équilibrée? Je trouve que ce sont des massacres barbares, que ça doit être jugé comme des crimes de guerre par la Cour pénale internationale. C'est pas du terrorisme. Et sans doute même comme des crimes contre l'humanité. Vous nous expliquerez ce que c'est que le terrorisme, alors, monsieur Léaumont. L'autorité palestinienne, elle, contrairement à Israël, reconnaît la Cour pénale internationale. Et j'ai rencontré hier l'ambassadrice de Palestine en France qui disait qu'elle est prête à ce que la CPI, la Cour pénale internationale, vienne enquêter sur place pour punir ceux qui sont du Hamas qui ont commis des crimes de guerre, comme les bombardements sur les populations civiles. Voilà une position d'équilibre. Voilà la position que devrait tenir la France. Pas des caricatures où des victimes du côté israélien vaudraient plus que des victimes du côté palestinien. Tout ça n'a pas de sens. Un mort est un mort et c'est un drame dans les deux cas. Nos religions sont liées. Nos civilisations sont liées. Et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. La grande question, je l'ai posée souvent et ça a été parfois mal compris, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République? Il y en a une. Je veux encore le croire. parce que si c'est non... C'était l'islam de Abdelwahed. Si la réponse est non à cette question, ça veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la 2e, la 3e génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Une sorte de régression vers les origines ethniques. Aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Il nous explique que donc les émeutes, c'est pas un problème d'immigration, puisque c'est Kevin et Matteo. On se dit, mais bon sang, mais au sommet de l'État, il n'y a que des Marie Chantal et des Pinocchio, avec le nez qui s'allonge au fur et à mesure qu'ils mentent. Comment est-ce qu'on peut dire aux Français qui ont vu les images de ces émeutes, de ces razzias, comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration? Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Avant, il y avait la prière. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit qu'il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse, parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient.
Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Vous racontez la France des œufs durs, des supermarchés, des steaks hachés et des vigiles en bleu. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la France Tout à aujourd'hui? fait. Oui, oui, bien sûr. Je vois la France avec ses supermarchés, ses vigiles en bleu et ses chiens policiers, bien entendu. Vous aussi, vous faites pareil. Vous voyez la France comment, par exemple, vous? On peut la voir de façon romantique. Vous n'allez jamais dans les supermarchés en banlieue? Non, jamais. Non. Ah oui, mais il faut sortir, il faut voir du monde. Hein. On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda. Longue et difficile, la route sera. Ils sont complètement fumés, quoi. Ceci étant dit, il s'agit tout simplement de répondre à une question. Est-ce que la télé française est à la hauteur des besoins et des attentes du public? Nous ne le croyons pas et en réalité nous avons de nombreuses raisons de penser que ça n'est pas le cas. Les chaînes de télévision en réalité ont des devoirs et ce point-là est souvent occulté. Alors que la question des devoirs des individus est souvent mise en avant dans le débat public, la question du devoir des entreprises et des devoirs des médias en particulier est souvent, elle, occultée. C'est donc cette question des devoirs qui va être mise à l'ordre du jour de cette commission d'enquête. La loi de 1986 fixe des obligations qui sont en réalité nombreuses et assez claires. Les conventions qui existent entre les chaînes de télévision et le CSA devenu l'ARCOM sont également assez claires. Nous allons faire un travail d'audit, tout simplement, pour s'assurer que les procédures d'abord de passation de ces conventions ont bien été respectées, qu'elles ont été suffisamment exigeantes. On va ensuite regarder si les chaînes de télévision ont respecté leurs obligations. On va s'assurer enfin que l'ARCOM a bien les moyens d'examiner ce contrôle et que ces recommandations, voire les sanctions, sont suivies des faits et que les chaînes de télévision se mettent à la page pour ne pas transformer le divertissement en stratégie d'abrutissement, l'information en propagande ou la culture en simple cliché. Je signale évidemment, et vous le savez bien, que la télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. On dit que vous roulez pour Macron. Non. Vous êtes le poisson pilote parfois. Certains disent... Alors, oui, j'ai tout entendu. Vous avez dit... Et c'est vrai que vous avez une proximité avec le président de la République, et ce qui est normal d'ailleurs, parce que vous, en fait, vous êtes un phénomène de société. Il n'y en a pas tant que ça dans la télé. Le dernier, souvent, je disais, c'était De Chavannes, il y a 20, 25 ou 30 ans. Bon. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Dans la charia, il y a divers sourates, et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad, qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas une langue que tu as, c'est de l'acide sulfurique qui te coule, là. Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Vous avez du mal à finir les fins de mois? Vous avez l'impression que les riches sont de plus en plus riches, et que vos emplois sont mis en danger face au grand remplacement par les machines? Pas de panique. Votez Zemmour. Et mettez toute votre frustration sur les musulmans, sans aucune honte et sans aucun risque de poursuite judiciaire. Avec Éric Zemmour, offrez-vous 5 ans de haine et de racisme décomplexé. Éric Zemmour, la solution finale. En partenariat avec CNews, BFM TV, et Lucifer le prince des ténèbres. Calme! Silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils savent. Ils nous soupçonnent. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui, les escaliers. Et ensuite, on monte les escaliers. On arrive où? Au tunnel. Et quand ils seront entrés, ils ne pourront plus ressortir.